T'étais où de la semaine? Éric Zemmour. T'étais où? Eh oui, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu dans cette émission. Éric Zemmour, depuis le 6 mars 2010 exactement, lors d'un débat avec Rokhaya Diallo, vous aviez dit la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. Bon, suite à cet épisode, vous avez été condamné pour provocation à la discrimination raciale. De mon côté, je vais attaquer pour diffamation et j'ai perdu, dont acte. Alors, au montage, ils ont rajouté Zemmour dérape. Et ça, c'est une faute. On n'a pas à rajouter un commentaire sur l'écran une fois que l'émission est enregistrée pour dire Zemmour dérape. Ça, je suis d'accord. Mais contrairement à ce que vous avez dit, ma réaction à ce que vous aviez dit n'a pas été tournée après l'émission et rajoutée. C'était ma vraie réaction quand vous avez dit ça. J'étais comme ça. C'était ma vraie réaction. Ceci étant posé, vous êtes là ce soir. On passe l'éponge. Je tiens aussi à préciser que c'est pas un débat contradictoire. Je suis pas là pour critiquer vos idées, m'opposer à elles. Je suis juste là pour vous écouter. Même si je ne partage pas toutes vos idées, vous avez le droit de les exprimer. D'ailleurs, qui a dit ça? Parce qu'on ne sait jamais si c'est Voltaire, on l'attribue à Rousseau, Voltaire, mais Condorcet. on l'attribue beaucoup à Voltaire. Je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à mourir pour les exprimer. Voilà. Alors, le livre s'appelle Un quinquennat pour rien. C'est publié chez Albin Michel. Il y a 49 pages fraîches. Et puis derrière, il y a vos chroniques de RTL, -2. Non, non, elles sont revenues. Elles sont revenues, très bien. Et vous êtes numéro 1 des ventes. Il paraît. Alors, au sujet du quinquennat, parce que le livre s'appelle Un quinquennat pour rien, vous dites qu'il commence avec le vert des drapeaux maghrébins, place de la Bastille, et qu'il se termine avec le rouge du sang des attentats. Oui, et le drapeau tricolore que Hollande nous demande de mettre à nos fenêtres. Ouais. Je trouve que ce quinquennat a été marqué par une histoire de drapeau. C'est assez intéressant d'ailleurs, surtout quand ça tombe sur les socialistes qui, depuis à peu près 40 ans, méprisent la patrie, la nation, le drapeau, la Marseillaise, etc. Il y a une espèce de jugement divin. En fait, votre sujet, c'est pas tellement le quinquennat, c'est plutôt l'islam. Bah dans ce texte, bien sûr. D'ailleurs, le titre de ce texte, c'est « La France au défi de l'islam ». Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Alors, déjà, premier point, qui est difficile à admettre, mais c'est votre position. Pour vous, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Il faut toujours revenir à la sémantique. Le mot islamisme est inventé au XVIIIe siècle parce qu'on estime que tous les noms de religion se terminent par isme, catholicisme, protestantisme, judaïsme, bouddhisme, et que l'islam est le seul. Donc pour uniformiser, une espèce de uniformisation linguistique, on dit islamisme. Et en arabe, ça n'existe pas. On dit islam. Et d'ailleurs, quand on traduit Daesh, c'est l'État islamique. On ne dit pas l'État islamiste. Bon. Ouais. Et au XIXe siècle, tous les auteurs qui sont très sévères pour l'islam. Aujourd'hui, ils se feraient insulter à la télévision tout le temps. Messieurs Tocqueville, Chateaubriand, oui, pas des esprits minables. Il y a des phrases terribles. Et ils disent islamisme. Et ce n'est que depuis une trentaine d'années, vous avez compris qu'on essaye de distinguer, c'est une subtilité sémantique du politiquement correct. Et pour vous, le djihad est intrinsèque à l'islam? Je suis désolé, hein, mais c'est dans le texte. Vous savez, en France, on est marqué, et c'est bien normal, puisque c'est le catholicisme qui est la religion depuis 1500 ans en France, on pense que religion égale catholicisme. Et donc, tout ce que fait le catholicisme, les prières, les pèlerinages, tout ça, pour nous, c'est toutes les religions font la même chose. Eh bien non. L'islam, ce n'est pas une religion au sens catholique du terme. C'est une orthopraxie très stricte, c'est-à-dire que l'important, c'est ce qu'on pratique. Il n'y a pas de capacité d'interprétation, c'est-à-dire que depuis la révolte des Moutazalites au IXe siècle, qui essayait justement de mettre de la raison dans la foi à l'image du catholicisme et du christianisme, il y a eu une querelle et le califat, à l'époque ça existait, a interdit l'interprétation. Le djihad, c'est une prescription du Coran, comme le pèlerinage à la Mecque, comme le jeûne. Et donc, quand les gens de l'État islamique disent « on fait le djihad », eh ben, ils sont des bons musulmans. Et d'ailleurs, ils attestent toujours de sourates du Coran
qui sont, je vous le rappelle, décrétés par Dieu. C'est ce qu'on appelle le côté incréé du Coran. Et donc ça, on ne peut pas discuter Dieu. Alors, on ne peut pas faire de si on vous l'exégèse. suit quand même, Éric Zemmour, en France, il y a 6 millions de djihadistes à ce moment-là. Il n'y a pas 6 millions de djihadistes. Il y a une différence entre le dogme et les gens. Vous-même, vous êtes de religion catholique et Oui. vous n'appliquez pas tout ce qu'il y a Oh non. dans les évangiles. Je ne vous le fais pas dire. Sûrement pas. Et bien voilà, et ben les musulmans, c'est la même chose. Il y a le dogme et il y a les gens. Les gens, ils se bricolent avec leur religion, comme nous tous. Sauf que le seul problème, et c'est pour ça que, par exemple, les concepts de radicalisation sont grotesques, c'est que quand on dit il s'est radicalisé en 24 Ouais. heures, c'est stupide. Il ne s'est pas radicalisé. Simplement, il a appliqué une consigne du Coran, alors qu'il ne l'appliquait pas avant. Mais c'est tout le problème. Et c'est le problème que doivent affronter en face les musulmans. Alors, pour vous, en fait, c'est assez flippant. Il y a un plan orchestré par les monarchies du Golfe, par les wahhabites, qui se résume en 3 mots: invasion, colonisation, conflagration. Ce n'est pas un plan concocté par les monarchies. Non, les monarchies saoudiennes et qataries font ce que doivent faire tout musulman, c'est-à-dire financer les constructions de mosquées, convertir le plus possible, répandre l'islam dans le monde entier, puisque je vous rappelle que l'islam est une religion naturelle, c'est-à-dire qu'il y a dans le Coran un texte qui dit, en fait, tous les hommes sont musulmans. Vous, moi, nous sommes tous musulmans pour l'islam. Et ceux qui ne le sont pas encore, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils l'étaient. Mais c'est ça l'enseignement musulman. Donc, les monarchies d'Arabie Saoudite et compagnie, elles utilisent leur argent pour islamiser le monde. Bon. Ouais. Deuxièmement, elles sont le produit d'une révolution fondamentaliste à la fin du XIXe siècle, parce que, si vous voulez, le monde islamique était atterré par ses défaites, par les colonisations, ça a commencé avec la conquête de l'Égypte par Bonaparte et ça remonte à toutes les colonisations. Et les musulmans et l'islam disaient, mais pourquoi on a été vaincus? Et donc, il y a eu 2 tendances. Il y a les modernistes qui disaient, mais parce qu'on ne s'est pas modernisé, on n'a pas justement été vers les Lumières, etc. Mais c'est une infime minorité, ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus par qui? Par des gens comme l'Arabie Saoudite, les salafistes, les wahhabites, qui ont dit, non, on a été vaincus, on est décadent, parce qu'on n'a pas assez appliqué le Coran. Il faut revenir au Coran des origines, au Coran pur, au texte. Vous voyez, salafiste, ça veut dire l'islam pur. Ouais. Invasion, colonisation, conflagration, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un continuum entre la pression migratoire énorme, parce qu'il y a une explosion démographique de toute la planète en général, et en particulier des populations musulmanes, et donc ça, il y a une pression sur les côtes européennes, puisque c'est le continent où il y a le moins d'enfants, etc., depuis 40 ans. Après, ce que j'appelle la colonisation, on en parlera peut-être, c'est-à-dire c'est l'islamisation de quartiers entiers en France qui vivent à la mode islamique petit à petit, avec les vêtements, la nourriture, les modes de vie, etc. Ça, c'est ce que j'appelle la colonisation, parce qu'un étranger qui vient en France, qui s'assimile, ça devient un Français. Mais s'il ne s'assimile pas et qu'au contraire, il impose son mode de vie, pour moi, c'est un colonisateur. Et conflagration, c'est les attentats qu'on a vécus depuis 2 ans. C'est la guerre des civilisations. Voilà. C'est-à-dire, quand Huntington avait sorti son truc, tout le monde avait dit, c'est pas... Vous y croyez, vous pensez qu'il a raison, Huntington? Je vais vous dire, je pense que tout lui a donné raison. Il dit, nous sommes en conflit de civilisation. Il dit pas seulement avec l'islam, d'ailleurs. Il y a un autre conflit des civilisations. C'est entre l'Occident, l'Amérique en particulier, et la Chine. Là, c'est un conflit pour la domination du monde. Conflit classique, comme on a eu avant 14, comme on a eu... Voilà. Et avec l'islam, nous avons un conflit des civilisations qui nous ramène au grand conflit du Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour vous, depuis Charles Martel, on est dans un continuum. Il n'y a pas finalement eu de rupture. Mais depuis Mahomet. Mahomet coupe la Méditerranée en 2. Vous comprenez? Tant qu'il y a l'Empire romain, il y a une unité autour de la Méditerranée civilisationnelle. À partir du moment où il y a Mahomet qui apparaît au 8e siècle, ça coupe la Méditerranée en 2. Et donc, il y a un affrontement entre les 2 faces de la Méditerranée. Et ça n'a jamais cessé. Et donc, en fait, ce qu'on a pris pour une accalmie, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, le 20e siècle, c'est uniquement parce que c'était l'Occident et l'Europe, et la France en particulier, qui gagnaient. Fort. Voilà, qui était fort. À partir du moment où on est faible et qu'il y a cette force démographique plus l'argent du pétrole, la guerre reprend de l'autre côté. Alors, pour vous, l'islam, c'est effectivement plus qu'une religion, c'est une nation, c'est une loi,
c'est une civilisation. Et votre Vous grand savez, truc, vous dites que l'islam n'est pas soluble dans la République. Je pense que l'islam est inassimilable. Je pense que, mais ça, encore une fois, c'est toute l'histoire qui le prouve. Quand les barbares venus de Germanie envahissent l'Empire romain, ils se convertissent au christianisme, ils adoptent le latin, d'accord, comme langue. Quand les Arabes envahissent l'Empire d'Orient, ils imposent Allah, la religion musulmane et la langue arabe. Et ça n'a jamais cessé. Jamais il n'y a eu d'assimilation Il y a quand même de des l'islam. musulmans français qui sont solubles dans la République. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des musulmans français. C'est ce que je vous ai dit au début. Distinguer le dogme avec les gens. Les gens. Il y a des musulmans qui s'assimilent à la République, qui s'acclimatent à la République, qui s'intègrent dans la République, parce qu'ils le veulent, parce qu'ils prennent des distances avec l'islam. Ce que vous dites, c'est que ce que nous, on considère comme un bon musulman, pour eux, c'est un mauvais musulman, c'est ça? C'est Boualem Sansal qui m'a expliqué ça. Vous savez, le grand écrivain algérien. Ouais. Les concepts occidentaux de musulmans modérés et musulmans radicaux étaient stupides et qu'ils n'avaient pas lieu d'être en terre d'islam. Que pour les musulmans, il y avait les bons musulmans et les mauvais musulmans. Et que ceux qu'on appelle les bons musulmans, c'est ceux qui sont éloignés de l'islam. C'est tout notre paradoxe. Nous tenons un discours complètement à rebrousse-poil de la vérité et de ce qu'on pense vraiment. On dit aux musulmans, c'est une grande hypocrisie, on dit aux musulmans, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, l'islam ne pose aucun problème. Et puis quand ils nous disent, ah oui mais là, il faut que nos femmes soient voilées, on dit, bah non, égalité homme-femme quand même. Et puis quand ils nous disent, ah mais moi je ne serre pas la main aux femmes, vous savez, à la RATP, oh non, ça se fait pas. Vous voyez, mais pourtant c'est l'islam. Ils sont des bons musulmans. Qu'on ne vienne pas leur dire que c'est l'islam qui ne pose pas de problème. Vous comprenez, on est complètement hypocrite. Alors, dans votre livre, quand même, vous évoquez la dictature pour sauver la laïcité, évidemment. Pour sauver la République. La laïcité, c'est la République. La dictature au sens romain, c'est-à-dire on rétablit l'autorité du peuple. Cincinnatus. Non, non, pas du tout. Le référendum. J'estime qu'il faut redonner la parole au peuple. J'estime qu'il faut retrouver un régime qui a très bien fonctionné en France pendant 150 ans, qui était la République. C'est-à-dire la vraie République. La République assimilationniste, la République démocratique. C'est-à-dire la République qui ne connaît que les citoyens et qui ne fraye pas avec les communautés sous Qui n'a rien à voir avec le communautarisme anglo-saxon. Je ne vous le fais pas dire. Alors, vous dites à un moment qu'il faudra forcer les musulmans à choisir entre l'islam et la France. Oui, d'accord, mais enfin, c'est l'Inquisition. Enfin, vous qui êtes juif, vous savez très bien qu'on a forcé des juifs du temps d'Isabelle la catholique à dire « je ne suis plus juif ». Non. C'est pas ça que je veux. Moi, justement, prenez l'exemple juif, c'est très bien. En 1807, Napoléon a réuni, exactement, a réuni le grand Sanhédrin avec des juifs, des rabbins et des juifs laïcs. Il leur a posé plusieurs questions. Il leur a dit, voilà, dans votre religion, qu'est-ce qu'on pense du mariage, qu'est-ce qu'on pense de la France, qu'est-ce qu'on pense de ceci, qu'est-ce qu'on pense de cela. Ils ont fait les réponses. Il leur a demandé d'éliminer ceci, cela, de renoncer à ceci, de renoncer à cela. C'est ça que je veux. C'est simple. On l'a fait pour les Juifs. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, qu'il leur a imposé aussi les prénoms dans le calendrier. À l'époque, excusez-moi, à l'époque, il y avait 30 000 Juifs. Il y avait 30 000 Juifs et c'était Napoléon. C'était pas Hollande, ça c'est sûr. Vous savez, on dit que ça a bien fonctionné pour les Italiens, etc. Il y a le grand historien Pierre Milza, qui était mon maître à Sciences Po, qui avait écrit un livre sur l'immigration italienne dont il venait. Et il a fait un chiffrage qui est complètement méconnu et qui est très sidérant. Il a calculé qu'entre 1870 et 1940, il y avait eu 3,5 millions d'Italiens venus en France. Est-ce que vous savez combien il en est resté? 1 100 000. C'est-à-dire qu'il en est reparti les 2 tiers. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y avait pas de regroupement familial, qui est quand même une des plus grandes bêtises de l'après-guerre. Et deuxièmement, il y avait un système d'assimilation qui faisait choisir les gens. C'est-à-dire que les gens, ils avaient le droit de préférer leurs racines, leur pays. C'est tout à fait légitime. Et dans ce cas-là, après avoir un certain temps, ils repartaient dans leur pays. Et ceux qui voulaient vraiment devenir français, eh ben, ils restaient. Je suis... Si je poursuis votre idée, ça veut dire, si vous n'aimez pas la France, quittez-la, comme disait l'autre. C'est-à-dire que vous avez des citoyens français qui sont des Arabes musulmans, mais qui sont des citoyens français. Qu'est-ce que vous en faites? Vous allez les remettre dans des bateaux, quand même? Attendez. Vous allez trop vite en besogne. D'abord, essayons de traiter les problèmes les uns après les autres. D'abord, essayons de ne plus laisser rentrer personne. Il y a 200 000 étrangers qui rentrent tous les ans depuis 10 ans.
Est-ce que c'est bien utile et est-ce que c'est normal, premièrement. Deuxièmement, arrêtons le regroupement familial. Non, pardon, là, je suis obligé d'interrompre sur le regroupement familial. Oui. Parce que là, Idée de pardonne-moi, tu dis Giscard des d'Estaing. bêtises. Comment? Non, je dis pas de bêtises. Tu sais ce que ça représente, le 20 000. regroupement? 20 000 par an. Non, mais c'est pas ça. Mais si, c'est Non. ça. Mais bien sûr que c'est. Parce que je tu sais, sais je quelles connais sont ce les chiffre. conditions. Tu sais quelles sont les conditions Je sais. du regroupement Sauf que familial aujourd'hui. Il faut voir le regroupement familial au sens large. C'est extrêmement difficile. Pas du tout. Mais pas oui, du mais le gros. Le regroupement familial il y a au la sens loi. large, c'est pas seul- mais Mais on peut tu la- interprètes Mais la pas loi. du tout. Il y a des lois. Mais pas du tout. Il y a le regroupement. D'abord, la loi, ça change, premièrement. Et deuxièmement, au sens large, le loi, regroupement on l'applique. familial. Comment? C'est toi qui le dis. Mais La moi, loi, on je l'applique. Je l'applique, évidemment. 20 000 personnes non. dans le regroupement Parce que ça, familial. c'est la version- non. Mais c'est pas la version. Je peux c'est finir. la vérité. Je peux finir. Eh oui, Eric, mais c'est la vérité. Les 20 000, c'est uniquement les enfants. Il y a aussi près de 90 000 pour les mariages, qui sont compris au Ah, mais sens c'est large. pas le regroupement familial. Si, Pardon, au sens non. large. On va chercher une femme au village et on la ramène. On vient intégrer une diaspora. On n'intègre plus. Et on un fait pays. 25 enfants et on bénéficie des aides sociales. Oui, et absolument. on connaît le discours. Eh ben oui, Ce eh ben- discours, mais Si je peux me mais- permettre juste Oui, un mais- mot, parce que j'écoute Eric, que je connais bien, qui est un idéologue, hein, mais je trouve que l'idéologue qu'il est parfois confronté à la réalité, tout simplement. oui. On est tous nous-mêmes avec des musulmans que nous connaissons tous. Enfin, tous ceux que je connais, aucun ne fait le djihad. Ouais. Aucun. Oui, moi, tous ceux que je connais sont cool. Donc voilà, et je le dis parce que c'est une réalité. Et Donc, elle est importante cette réalité. Comment vous voulez assimiler des gens quand un mec qui est bac plus 5 sous prétexte qu'il s'appelle Mohamed, il trouve pas de boulot? Ces gens-là ne devraient pas s'appeler Mohamed. Leurs parents auraient dû leur donner des prénoms français. C'était la règle depuis le 11 germinal en 11, vous voyez, ça remonte encore à Bonaparte, qui a été appliquée sur tous les régimes, qui a été appliquée sous le général de Gaulle, qui a été appliquée sur la Troisième Ça République. s'est arrêté à Mitterrand. Eric, on peut partager, mais je peux pas te laisser parler des prénoms comme ça. On a le droit d'être fier de ses origines. Et quel rapport? Eh bien, quel rapport? On a le droit d'avoir envie de porter le prénom de son grand-père ou de porter le Ce qui est prénom le cas de sa de, grand-mère. ce qui est le cas de Rachida Dati, Alors, on va y qui a aller. donné On va à y sa aller. fille Non, mais- le nom de donc, sa Eric, mère. Comprends bien. Non, mais, Thierry, Non, non, non. Et je vais te dire, Non, non, attends, aucun législateur, pardon, laisse-moi terminer, Oui. aucun législateur, aucun penseur, aucun idéologue n'a le droit de m'interdire de donner le prénom que je veux Formidable. à mon enfant. C'est la preuve exactement de la conception anglo-saxonne des droits de l'homme. Moi, Personne n'a le anglo-saxon, droit de un m'interdire. vieux Sévenol, Personne, mais anglo-saxon et Il est protestant. Mais la protestant, France quand même, a le droit de hein. vous interdire. Protestant. non, mais un mot Non, sur les attendez, prénoms. non, non, un non, mot non. sur les prénoms. C'est ce qui a existé Ça va. pendant... Alors donc De Gaulle était un dictateur. Non. Donc la Troisième République était tyrannique. Attends. Et en plus, On s'arrête. les étrangers d'avant, les Italiens, les Espagnols, ils n'aimaient pas leur mère, ils n'aimaient pas leur grand-mère, ils n'avaient pas le droit de... Il s'appelle Luigi. Non, Il eh ben, s'appelle- non, Ah, il non, s'appelait Louis. Un mot sur les prénoms, parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux prénoms musulmans, mais il y a également toute la communauté juive qui appelle aujourd'hui mais- ses enfants Nathan, etc. Mais je pourrais dire la même chose des Corses, je pourrais dire la même chose des Bretons et je pourrais dire la même chose des Basques. C'est-à-dire que depuis 20 ans, chacun revient Vicente, sur Vicente. l'identité de ses parents ou de ses grands-parents, ce qui n'existait pas Mais dans qui la te France dit le entre contraire 45 et 80. Mais parce Je qu'on dis a simplement- abandonné la règle, mais je ne Non, dis mais pas le contraire. Bien, pour conclure, voilà, moi je vais vous dire un truc très personnel pour le coup. Quand ce pauvre curé, le père Hamel, s'est fait égorger dans l'église à côté de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, quand j'ai vu ça à la télé le matin, je me suis dit, il va y avoir des bombes dans des mosquées. J'ai dit, les gens vont les faire sauter des mosquées, parce que bon, mais pas du tout. Les gens, les catholiques et les musulmans, se sont fait des hugs dans les églises. Ça vous fait pas réfléchir, ça, que la réaction a été à l'inverse de ce qu'on pouvait attendre. Moi, j'avoue que j'étais sur le cul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans le sentimentalisme. Vous ne voyez pas que l'histoire est tragique. Mais c'est votre génération. Vous avez écrit un livre, Mémoire d'un baby-boomer. Ouais. C'est cette génération-là qui a cru sortir de l'histoire. Et l'histoire va revenir, va la ramener de force. Et je peux vous dire que ça ne va pas être joli. Merci, Eric Zemmour. Je rappelle le titre de votre livre, Un quinquennat pour rien, publié chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant...